Bonjour et bienvenue au WebTech sur la photonique. Merci de vous connecter. Je vais vous présenter nos intervenants du WebTech de ce mois qui fait un zoom sur une nouvelle technologie chez nous, hein, chez Actantis, récente mais intéressante, vous allez le voir. J'attends quelques secondes que vous puissiez vous connecter. Donc, bonjour à tous, bienvenue au WebTech d'Actantis sur la photonique qui est partout. Elle est dans les drones, dans les caméras intelligentes, dans les robots, dans les télescopes, depuis des capteurs multispectraux jusqu'aux sous-systèmes embarqués de pointe. Elle transforme des secteurs stratégiques, on va le voir, des secteurs stratégiques comme la défense, l'industrie, l'agriculture, le médical aussi. Et pour ça, on a la chance d'avoir réuni des acteurs clés avec nous pour vous en parler. Alors, l'agenda de ce WebTech, c'est on va faire un petit zoom sur la feuille de route photonique très rapide pour vous compreniez un peu les forces vives qu'il y a dans l'écosystème. Alors, cette feuille de route, elle a un inconvénient, c'est qu'elle est très focus région sud, alors que nous parlons du Grand Sud, et d'ailleurs, nos experts qui sont là vont bien au-delà de la région sud, mais c'est en cours. Hein. Donc, on va faire un petit zoom sur les forces, on va dire, de la région sud, mais sachez que ça va bien au-delà de ce territoire. Ensuite, on fera aussi un petit aperçu du dispositif européen Photon Hub Europe qui vous permet, qui permet en tout cas des PME européennes d'intégrer cette technologie complexe, hein, on va le voir, à concevoir, à fabriquer, mais néanmoins très utile encore une fois dans différents secteurs stratégiques et on le verra à travers certains cas d'usage. Et puis donc, on a réuni donc nos quatre grands experts pour parler de grands projets, donc dans le domaine du spatial et de l'environnement avec Simera Sense, dans le domaine de l'espace et de l'astronomie, dans le domaine du New Space et dans le domaine de l'industrie. Alors, bienvenue à tous. Donc, on accueille Stéphane Tisserand, donc dirigeant de Silos Technologies, qui est basé pas très loin d'ici, à Rousset, je crois. Camille Brun, dirigeante CEO de Simera Sense, qui est un TGV à prendre. Donc, on va bouleverser l'agenda, vous allez voir, pour Camille, c'est normal, qui est basée elle, à Toulouse. Donc, vous voyez, on va bien au-delà de la région sud. Samuel Poulain, qui est dirigeant de Le Vert Floré, qui est basé, je crois, du côté de Rennes, mais qui a des tentacules un peu partout et qui va nous présenter fraîchement arrivé dans l'écosystème Actantis son savoir-faire. Et puis Nathalie Morin, chef de projet de Bertin Technologies, qu'on connaît aussi, qui est un peu plus proche qui est dans le Grand Sud, près de Aix-en-Provence. Bienvenue à tous. Alors, sans plus tarder, on bouleverse l'agenda comme on l'a dit. Et Camille, tu vas nous présenter le savoir-faire de Simera Sense, donc dans le domaine des satellites et notamment des petits satellites et la photonique pour observer la Terre et l'espace. Je te passe la main. Super, merci beaucoup, enchantée. Je commence à partager l'écran. Oui, on Bon, voit je bien. pense que vous voyez tous mes slides. Merci beaucoup pour l'invité Sima Ascens. Je suis Camille Varin, directrice générale pour la société Sima Ascens France. On est passé à Toulouse. Change de slide. Voilà. Donc, la société, nous sommes un fabricant de charcuterie optique. On est très spécialisé dans les petits satellites. Donc, on travaille sur notre conception de charcuterie. On fabrique avec pas mal de fournisseurs qui est plutôt passé en Europe et aux États-Unis aussi. Eux, ils travaillent sur notre conception. Après, on fait rassembler l'intégration chez nous. Société, nous sommes un leader aussi pour fournir le petit charcuterie. Plus tard, j'ai un slide pour vous montrer la taille de charcuterie pour l'observation de la Terre et pour la surveillance spatiale, qui est une nouvelle application qui est commencée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années.
Donc, aujourd'hui, nous sommes on passe d'un start-up à scale-up, dans le sens que la société a été créée en 2018, d'origine en Afrique du Sud. La société est plutôt connue comme une société Afrique du Sud à la base. Nous avons investi pendant 2 ans, 3 ans pour sortir notre premier caméra qui est un caméra standardisé. Le concept de société, pourquoi c'est créé, c'est qu'il y a 5 ans, en 2007, 2017, 2018, il y avait un baby boom de petits satellites qui émergeaient. Dans le sens qu'il y avait beaucoup de plateformistes qui est né dans le monde entier. À ce moment-là, tout le monde a eu un problème, c'est que, OK, il a beaucoup de plateformistes, mais pour le petit caméra standardisé, il y a très peu. On a vu l'opportunité, le besoin d'un marché techniquement, mais aussi de sortir un produit qui peut facilement intégrer sur les différentes plateformes au niveau interface, dans le hardware, mais aussi dans le soft, et également qui est accessible au niveau de prix. Donc, c'est une innovation dans le sens de technologie, mais aussi business model. En 2024, on a tout récent, il a un an et demi, 2 ans, en 2023-2024, on a pris une décision stratégique de quitter Afrique du Sud, qui était le lieu de fondation de la société, et installer en Belgique pour notre holding. Donc, nous sommes une société européenne maintenant avec différents bureaux. En 2022 et 2023, on a finalisé notre série A. Justement, objectif derrière, c'est de grandir, accélérer le site de production, justement avec notre produit qui est plutôt un succès comme maximum pour le petit satellite jusque 12U. Voilà. Aujourd'hui, nous avons différents sites, donc en France, à Toulouse, et à l'Angleterre et aussi en Belgique, 3 sites européens. Et l'Afrique du Sud est devenue par la suite une filiale. Notre vision, c'est de continuer de produire le petit caméra chargé pour le petit satellite, qui est un produit existant, mais aussi également de développer sur nos nouveaux produits et un nouveau site. Nous, je dois parler un petit peu qui nous sommes. Qui sont nos investisseurs? Nous avons 3 investisseurs principaux. Il y a Autant, le fonds d'innovation d'Autant, qui est notre investisseur depuis l'an passé, qui nous a encouragé aussi de travailler sur de nouveaux produits qui est plutôt lié à des applications militaires. Voilà. Aussi avec le sujet d'aujourd'hui qui est géopolitique et de souveraineté, c'est très important. C'est la raison pour laquelle c'est qu'on a établi aussi en France dans l'objectif de fabriquer le prochain caméra en France plutôt qu'en Afrique du Sud, tout en gardant l'innovation technologique. On a aussi New Space Capital, qui est un fonds qui est basé au Luxembourg, et Knives Capital. On parle de produits parce que c'est important. Il y a une chose qui est très importante pour les petits satellites. Le besoin derrière, c'est qu'on a besoin, le opérateur, même aussi les applications, on a besoin plus d'informations dans le sens que on peut donner l'information via une image satellite par la résolution, mais non seulement la résolution, c'est important, mais aussi le révisite, ça veut dire que l'opérateur, combien de temps qui a besoin de temps pour la prochaine image sur le même endroit, pour certaines applications comme surveillance sur un site régulier tous les jours, ou même 3 fois par jour. Donc, certaines applications, on a besoin non seulement les détails par la résolution, mais aussi par la fréquence qu'on peut avoir avoir les images sur le même endroit. Donc, le revis, c'est important. D'où l'intérêt d'avoir un soutien sur le développement de petits satellites en constellation. On essaie de aussi travailler dans le sens que comment on peut avoir intelligence d'information. Donc aujourd'hui, c'est vrai, nos caméras ne passent encore à avoir le AI en bord, mais c'est le but de la prochaine génération. On aura le côté processing, mais aussi une éthique intégrée. On travaille pas mal avec pas mal de plateformistes dans le monde entier, dans le sens que de sortir une charcuterie qui est à la fois techniquement viable, mais aussi facile à intégrer. Ça veut dire que tous les lead time, de délai pour lancer un satellite, c'est relativement raccourci. Je vous montre tout de suite nos produits. Nous avons 4 produits. Tout à gauche, c'est un électronique pour le charcutier. On le vend, on le commercialise aussi, à part d'utiliser dans nos 3 charcutiers que vous voyez à droite, mais on le commercialise aussi étant un produit standardisé, voilà.
Les 3 caméras, je vais changer le style pour vous montrer un petit peu son détail. Vous voyez pas la proportion, mais c'est très petit. Voilà, voilà, je bougeais trop. Voilà, c'est bon. Donc, ce sont nos 3 caméras existants qui sont tous en espace. On a le flight proven dans le sens que c'est héritage spatial. Donc, le premier, c'est Escape 50, qui est une tout petite satellite à 1 kilo, un petit peu comme un potato, aussi petit, qui peut permettre de prendre des images depuis l'orbite LEO jusqu'à une résolution de 30 mètres de résolution depuis l'espace en Terre, Space to Earth, avec une fourchette plutôt large, 120 km en orbite 500 km. Il a différentes versions. Il est dans la sous-famille Escape 50. Il y a la sous-famille. Il y a une version qui s'appelle Triscape, qui est le blanc classique, bleu, blanc, rouge, infrarouge. Mais on a aussi une version qui s'appelle hyperspectrale avec 32 bon. Le 12e, c'est Escape 100, c'est notre best-seller dans le sens que on a fait beaucoup de travail sur l'innovation technologique dans le sens que la première génération, c'est 1U. La deuxième génération, c'est 1,5U, qui est légèrement plus petit, plus grand, mais la résolution, c'est beaucoup plus amélioré. On a sauté de 30 mètres de résolution jusqu'à meilleur que le 5 mètres, c'est 75 mètres de résolution. C'est pareil, dedans, il y a deux sous-versions. C'est Triscape, qui est le bon normal, le classique, mais la deuxième version, Escape 100, dedans, il est hyperspectral. Et la troisième plus grande, c'est la dernière génération, c'est une charge ici de 12U qui propose 1,5 mètre de résolution dans orbite LEO avec le 8 bandes de multispectral. Donc, je vous montre un petit peu le résultat. Voilà. Si vous voyez à l'écran, ça c'est une image qui est prise par notre petit bébé de Escape 50, qui est un U. Souvent, l'utilisation de use case, c'est vraiment la surveillance du but spatial. On doit qui est très grand, on n'a pas besoin de voir beaucoup de détails. Ce charcuterie a beaucoup utilisé pour le on-doit, on a besoin d'une très haute visite. On lance le caméra, on prend une image. Par la suite, on utilise le satellite avec les images plus, par exemple, comme Escape 200 pour voir les détails. Escape 100, pour une petite satellite, comme un potato, avion 1,5 kg, c'est vraiment pas mal au niveau de résolution et de qualité d'image. Donc, Je vous entends plus, Camille, je sais encore pas une si fois, c'est moi. souvent, l'utilisation, c'est que, OK, à la fin, tout le monde ne peut pas. Vous voyez? Allô? Oui, on Vous voit et disiez? on entend. Très bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Vous voyez l'écran ou pas? Oui. Oui. Très bien, OK, ça marche, parce que c'est figé un petit peu. Donc, je monte un use case, après c'est mon dernier slide. Un des use cases qu'on utilise, c'est que comme le fourchette de cette image est assez large, certains use cases, il a beaucoup, on peut utiliser dans la surveillance agriculture, surveillance, mais surtout dans la maritime. C'est qu'aujourd'hui, c'est que certains endroits, on a besoin de prendre une image dans un endroit où c'est un grand océan. À la fin, le compromis entre la résolution, mais le fourchette, c'est important, c'est qu'on prend une image, à la fin, on a besoin d'identifier certains objets qui est suffisamment grand pour identifier avec nos charges utiles. Donc, une application, c'est qu'on peut détecter les bateaux avec justement notre petit charge utile du l'espace. Et puis, on essaie de aussi travailler sur le onboard image processing, ça veut dire qu'on peut identifier l'objet du l'espace. Aussi, comme c'est c'est beaucoup exploré ici sur la salle, c'est qu'avec le problème optique, c'est un problème, c'est pas un problème radar, c'est qu'on a un problème de nuage parfois, assez souvent même. Donc, on a aussi travaillé sur le onboard processing de l'algorithme pour détecter le nuage déjà avant de descendre des images en sol. Bon, je vais rapidement dire 2, 3 mots. Nous avons une base, comme on dit, de partenaires, plutôt de clients internationaux. On a travaillé pas mal avec, non seulement en France, mais aussi en Europe. Et nos produits, c'est un produit standardisé. Ça veut dire qu'à l'interface, en fait, on peut changer l'interface soft, mais côté hard, c'est justement c'est le même produit pour tout le monde. Ce qui est intéressant, en fait, finalement, c'est facile intégrer les plateformes on peut raccourcir le temps de sortie de satellite pour le opérateur puisse opérer le plus rapidement.
Deux, trois mots, deux slides rapidement pour parler de Société Siemens France. Aujourd'hui, les camas, on est totalement transparent. Les camas est fabriqué en Afrique du Sud, qui est notre maison mère à la base. Mais comme nous sommes une société européenne, on a le siège qui est en Belgique. Prochainement, en France, on va avoir notre premier bureau d'études et aussi le premier site de production en France pour sortir le produit observation de la Terre, mais aussi un nouveau produit qui s'appelle un produit surveillance spatiale SSA. Sur sa produit SSA, on l'a choisi Escape 100, qui est notre produit phare, qui est 1,5U, qui peut à la fois utiliser comme une charcuterie primaire, mais aussi secondaire, avec grâce à son poids assez léger, mais aussi avec notre héritage spatial, qui en a pas mal qui est déjà en orbite, on sait très bien ça marche bien. Donc avec ce satellite, avec ce charge on va sortir un produit. Aujourd'hui, le produit Escape 100, c'est en TRL 9, ça veut dire que c'est approuvé en spatial. On a signé un premier contrat avec, justement, pour utiliser le Escape 100 pour une utilisation pour la première fois officiellement, pour une mission en surveillance spatiale. Ça veut dire qu'à la place de surveiller la Terre, on tourne comment pour la surveillance spatiale. Donc, le space débris, mais aussi de différents in-orbit servicing. Donc, l'utilisateur final, c'est CNES. Donc, en parallèle de ça, on essaie de sortir un produit qui est plus dédié à surveillance spatiale basé sur notre produit Escape 100. L'idée, c'est que dans un an, on devait sortir un produit qui peut commercialiser avec le version SS Escape 100, qui aura utilisation de surveillance spatiale au lieu de surveillance observation de la Terre. Donc, c'est tout, c'est ce que ma présentation et je vous remercie tous de m'écouter. Merci. Merci Camille. Bon, on a bien compris effectivement l'innovation technologique et le marché en plein boom. C'est super aussi que vous puissiez vous développer à Toulouse, hein. Ça nous intéresse évidemment euh, personnellement. Donc je vais passer à bon voyage. Du coup, si Merci beaucoup. Je m'excuse, j'ai un TGV à point, je vais vous laisser et merci voilà, encore. ouais, il n'y a pas N'hésitez de pas de souci. me contacter, il y a mes coordonnées dans la Oui, présentation. oui, Merci oui, beaucoup. bien sûr. Ouais, Au ok, revoir. merci Camille, bon voyage. Alors on va poursuivre avec quelques éléments de la feuille de route, si vous le voulez bien. Euh, alors cette feuille de route, on l'a faite fin d'année dernière. Et je vais aller très rapidement dessus. C'est juste pour vous montrer qu'il y a Simerasense, mais il n'y a pas que Simerasense. On a positionné donc une petite centaine d'acteurs photoniques sur une chaîne de valeur que vous voyez en haut à gauche, là, depuis le matériel jusqu'au service proposé et qui intègre donc de la photonique. On a identifié quelques enjeux technologiques majeurs. Vous avez quelques exemples d'acteurs dans le Grand Sud en bas, mais ce ne sont que quelques exemples, ce ne sont pas tous. Et d'ailleurs, nos experts qui sont ici ne sont même pas tous représentés. Voilà. Et puis, c'est vrai que c'est un secteur en plein développement avec une croissance moyenne de 30% par an du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années. Voilà, ben, on a un exemple d'application de caméra intelligente qui intègre bien sûr cette technologie donc innovante, prometteuse qu'est la photonique, mais pas que, hein. Il y a une vraie synergie avec les autres technologies de l'écosystème Actantis que vous connaissez, les 4 autres, hein, qui sont tout ce qui est intelligence artificielle et traitement de données, tout ce qui est cyber et sécurité numérique, tout ce qui est IoT et objets connectés, et tout ce qui est microélectronique. C'est un exemple d'application du synergie entre ces 5 axes technologiques et qui sont des axes stratégiques pour nous. Alors, on l'a dit, la photonique, c'est compliqué à fabriquer, à concevoir, mais les marchés porteurs cibles sont stratégiques et nombreux avec beaucoup de cas d'usage. Vous voyez ici, hein, dans le spatial, dans la défense et la sécurité ou la sécurité tout court pour sécuriser des accès, par exemple, dans l'industrie du futur pour le contrôle qualité, dans l'agriculture pour la détection de maladies sur des plantes, par exemple, ou l'optimisation d'apports en eau pour optimiser les ressources qu'est l'eau, par exemple, dans la santé, dans le médical, dans la mobilité également. Et on a donc fait une petite cartographie assez détaillée qui est disponible pour vous, hein, en téléchargement sur le site Atlantis. Je vous donnerai le lien de toutes les universités, les labos de recherche et les équipes de recherche. Alors,
On s'est concentré aujourd'hui sur la région sud parce que bah, chaque chose en son temps. On fera sur la région Occitanie prochainement. Et donc, on a identifié des laboratoires de recherche, mais aussi des formations. Hein, des formations qu'on a cartographiées de Bac+3, Bac+6 pour justement favoriser bah, la formation des collaborateurs des différentes entreprises membres de Actantis. Et les laboratoires que vous voyez, il y a plus de 40 laboratoires qui travaillent et presque 400 chercheurs, hein, en comptant les permanents et les, je dirais, post-doc. Plus de 400 chercheurs qui travaillent sur la photonique dans la région sud. Et vous voyez, ça va de l'Institut Fresnel au laboratoire d'astrophysique de Marseille, à l'IM2NP, à l'ONERA, jusqu'à Infini, à Nice. Voilà, donc on a un petit zoom sur ces laboratoires et on voit d'ailleurs que c'est intéressant aussi que 12 des 16 laboratoires qu'on a identifiés travaillent sur un applicatif, un marché applicatif particulier. Hein, et le top 3 de ces marchés applicatifs sur lesquels travaillent donc ces 400 chercheurs, c'est, vous voyez en bas à gauche, la défense, puis le spatial et enfin tout ce qui est santé et sciences du vivant. Et enfin, on a aussi identifié en quoi nos laboratoires et nos chercheurs étaient forts. Et vous le voyez ici en haut à droite, on voit donc qu'on a beaucoup d'équipes de recherche qui sont plutôt bons dans tout ce qui est imagerie, dans tout ce qui est instrumentation, métrologie, mais également tout ce qui est matériaux. Et enfin, c'est important de le savoir, même si c'est du plus long terme, on a un savoir-faire aussi quantique en région sud, mais aussi en région Occitanie, avec plusieurs laboratoires qui travaillent sur ce sujet, bah, comme le CREA, donc à Sophia Antipolis, Infini à Nice, ou le PIM à Marseille. Voilà. Et puis, là, en termes de projet, bien sûr, nos 5 axes stratégiques, la dynamique ne change pas hein, depuis la fusion avec l'ex-pôle Optitech. Les projets, la demande de la labellisation d'accompagnement par le pôle Actantis sur tout ce qui est photonique et imagerie, vous voyez, elle est passée elle était de 26% de 27% à 26% de l'ensemble des projets entre 2023 et 2024, donc une dynamique constante et qui se poursuit. Voilà. Et tous ces éléments, donc les forces, les atouts, les verrous, les PME, l'écosystème, des groupes de travail aussi hein, européens, nationaux ou régionaux sur lesquels Actantis est impliqué, bien sûr, pour faire avancer la filière, s'est réuni dans un document que vous voyez à gauche, là, qui est une feuille de route que vous pouvez, encore une fois, télécharger. J'ai mis le lien en bas. Mais il y a d'autres, bien sûr, feuilles de route, hein, un sur chaque axe, comme vous le voyez. Et puis, nous publions aussi chaque année un observatoire que vous voyez à droite. Alors, c'est un peu spécial parce que la charte graphique est l'ancienne charte graphique du pôle SCS, donc ça fait un peu tâche, entre guillemets, mais c'est un document intéressant aussi sur la tendance autour de la photonique, avec une interview d'une dizaine d'entrepreneurs de cette filière pour voir voilà, quelles sont leurs préoccupations, leur carnet de commandes, peut-être des enjeux, des problématiques autour des réglementations à venir. Et donc, on fait aussi une sorte de mood board à chaque fois sur chaque filière et on en a publié un sur la photonique. Voilà, quelques acteurs qui sont chez nous, hein, dans l'écosystème Actantis, dans différents marchés cibles que vous voyez. Donc, on a tout ce qui est sécurité défense, tout ce qui est industrie, tout ce qui est santé, sciences du vivant. Alors, j'aurais pu continuer comme ça. Hein, tout est regroupé, encore une fois, dans ce document d'une quarantaine de pages. Voilà. Et enfin, pour vous dire, eh bien, ce WebTech est une des animations qu'on organise pour mettre en valeur l'expertise très, très pointue. Hein, vous l'avez entendu avec Simera Sense et c'est pas fini. On fait aussi, bien sûr, du présentiel pour pouvoir justement faire avancer la filière, faire émerger de l'innovation, faire émerger des projets hein, également entre différents acteurs industriels ou académiques. Et c'est l'objet aussi en bas à droite. Vous voyez, on va organiser aussi une rencontre en présentiel le 25 septembre avec Eurobiomed autour de l'optique, la photonique et la data aussi au service de la recherche biomédicale et de la santé. Et ce sera à Sophia Antipolis le 25 septembre et vous êtes bien sûr tous conviés. Voilà, je passe la parole maintenant. Alors, je vais remettre l'agenda le temps de passer la parole pour qu'on voit bien à qui vous allez avoir affaire. Donc, je vais passer la parole à Stéphane Tisserand pour tout ce qui est innovation autour de l'hyper et du multispectral.
Voilà, Stéphane, normalement, tu devrais pouvoir Bon, montrer ton écran. voilà, ok, merci. Donc moi je vais vous parler effectivement d'imagerie hyperspectrale et surtout multispectrale, puisque c'est ce qu'on pratique chez Cilios depuis maintenant 15 ans. Donc petite carte d'identité de Cilios. Donc on est une société de taille assez modeste encore, 12 personnes, on est en pleine croissance. On est localisé dans la zone industrielle de Rousset. On n'est pas une entreprise toute jeune, puisque on a créé la société en 2001, donc on a bientôt 25 ans. Et nous, notre credo, notre expertise, ce sont les microtechnologies pour l'optique et la photonique. Alors, juste un slide qui présente des vues de l'intérieur de la salle blanche que l'on exploite actuellement. Voilà, on utilise tous ces matériels pour fabriquer des composants de micro-optique. Et donc, certains de ces composants sont des filtres pixelisés multispectraux qu'on intègre sur des capteurs pour faire des caméras multispectrales. Je vais expliquer. Donc, l'objectif de l'imagerie hyperspectrale et multispectrale, en fait, c'est d'ajouter une dimension spectrale aux deux dimensions spatiales d'une image. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand on image une scène, en chaque point de la scène, en fait, on va avoir une donnée spectrale, un spectre plus ou moins riche de l'objet, du point de l'objet qu'on observe, et ça permet d'avoir des informations essentiellement sur le matériau qu'on regarde. Alors, il y a des grands débats sémantiques autour de la séparation entre l'hyperspectral et le multispectral. Pour nous, l'hyperspectral, c'est souvent des systèmes à plus de 100 bandes spectrales avec des largeurs de bande de l'ordre de quelques nanomètres. Et le multispectral, c'est souvent moins de 25 bandes avec des largeurs plus importantes, entre 10 et quelques dizaines de nanomètres. Alors, je vais faire une petite revue des technologies hyper et multispectrales qui sont aujourd'hui utilisées. Alors, d'abord, les technologies push-broom, qui sont en fait les technologies historiques pour l'hyperspectral multispectral. Les premières qui ont été utilisées en fait en satellitaire pour l'observation de la Terre. Je crois que c'est la NASA qui avait démarré ça dans les années 80. Les premiers systèmes, en fait, c'était des filtres allumettes, ce qu'on appelle des filtres allumettes, donc des filtres en long, qui sont donc conjugués avec un imageur de dimension. Donc, on garde une dimension de l'imageur pour la dimension spatiale de l'image. L'autre dimension de l'imageur est utilisée pour la donnée spectrale. Donc, avec ces systèmes, on est obligé soit de faire bouger la caméra par rapport à la scène, soit de bouger l'objet par rapport à la caméra pour récupérer la dernière dimension spatiale de l'image. Donc, on peut faire ça avec des filtres allumettes, on peut aussi faire ça avec des réseaux de diffraction. Donc ça, c'est des systèmes qui sont séquentiels, c'est-à-dire que pour enregistrer toute la donnée, tout l'hypercube, c'est-à-dire l'ensemble des informations, on est obligé de faire plusieurs images et ça prend un certain temps. Il y a des systèmes intermédiaires que je ne vais pas trop détailler, mais grosso modo, on va faire bouger devant l'imageur les filtres, ou alors on va avoir un filtre accordable. Mais encore une fois, c'est séquentiel, c'est-à-dire que pour enregistrer toute la donnée, il faut prendre plusieurs images. Et puis, il y a les technologies synchrones, snapshot, qui utilisent soit un système optique qui va permettre en fait d'imager un certain nombre de fois toute la scène sur l'imageur, et par sous-image, en fait, on va filtrer spectralement. Donc ça, c'est des systèmes qui ont été développés, qui sont assez complexes et assez difficiles à industrialiser. Et puis, il y a la dernière technologie, alors c'est la technologie que nous, on met en œuvre. En fait, on fabrique donc en salle blanche des filtres pixelisés multispectraux. Donc là, en fait, chaque pixel du filtre va filtrer une longueur d'onde. Donc chaque pixel de l'imageur va être filtré de manière différente. Donc c'est un petit peu ce qui est utilisé aujourd'hui enfin c'est le principe qui est utilisé aujourd'hui pour faire de l'imagerie couleur. Hein. Tous les appareils photo, les smartphones, etc. utilisent ce principe. C'est le principe de la matrice de Bayer. Donc c'est une matrice en fait qui va filtrer 4 pixels, un bleu, un rouge et deux verts, et ça c'est réparti sur tout le détecteur. Et de cette manière, quand on enregistre une image, en fait on enregistre 3 images simultanément
une bleue, une verte, une rouge, et on peut recomposer toutes les couleurs. Bon, nous, ce qu'on fait, c'est que on va réaliser un filtre avec soit 4 pixels, soit 9 pixels, soit 25 pixels différents. Et donc, on va pouvoir avoir une richesse spectrale par macropixel plus importante. Donc, c'est ici présenté un capteur multispectral tel qu'on les réalise. Donc, vous voyez la pièce en vert ici qui est au-dessus, c'est le filtre pixelisé multispectral et il est aligné et assemblé, collé sur un capteur du commerce. Donc évidemment, il faut un assemblage et un alignement extrêmement précis puisque le filtre du pixel doit être en regard avec le filtre, avec le pixel pardon, de l'image. Si on regarde en microscopie un détail du filtre, eh ben on voit ces petits pixels filtrants. Et si j'isole un macropixel, on voit ici un macropixel de 3 par 3 avec des pixels qui vont filtrer entre 550 ici et 830. Et puis ici, on a un pixel panchromatique. Alors, sur ce principe, en fait, nous, on propose deux choses. On propose des caméras catalogues, c'est-à-dire des caméras qui sont basées sur des capteurs de 1,3 mégapixels ou 4,2 mégapixels et qui vont adresser des bandes spectrales différentes. Alors, on adresse le visible entre 400 et 700 nanomètres sur 9 ou 16 bandes spectrales. On adresse le proche infrarouge, 650-930. On adresse aussi une bande intermédiaire à cheval entre le visible et le proche infrarouge. Et il y a des applications essentiellement agricoles avec ces caméras, mais pas que. On a une caméra alors qui est unique sur le marché en technologie snapshot, qui est la Toucan. Donc la Toucan, en fait, elle adresse et le visible et le proche infrarouge, 400-900 sur 10 bandes. Et puis on a une caméra dans le SWIR, une caméra qui balaye sur 1100-1650. Donc ça, c'est des caméras catalogues, mais bien évidemment, on est capable de réaliser du sur-mesure, c'est-à-dire que le client va choisir le capteur qui l'intéresse, il va choisir sa configuration multispectrale, c'est-à-dire son macropixel, et puis on réalise sur mesure. Alors juste pour mettre en lumière, un peu présenter un exemple, voilà une vue de notre magnifique parking. Ça, c'est une image brute issue d'une de nos caméras. Alors si je zoome sur le capot de la voiture ici, vous voyez la matrice du filtre multispectral. Et puis maintenant, si je viens m'intéresser à un macropixel dans le feuillage de cet arbre, voilà, et ben je suis capable de sortir son spectre et je reconnais au miracle la réponse de la chlorophylle avec une bosse dans le vert, un creux dans le rouge et puis une grosse remontée dans l'infrarouge. Alors, on peut aller plus loin, c'est assez puissant comme technologie. On peut aller chercher dans cette image et mettre en surbrillance, par exemple, tous les points de l'image, tous les macro-points de l'image qui sont riches en chlorophylle, qui ont cette signature spectrale. C'est ce que je vais faire là. Voilà. Cette image, elle est traitée. Tout ce qui est en rouge bien vif, là, c'est tout ce qui contient de la chlorophylle dans l'image. Donc, on a un outil d'imagerie qui est assez puissant et qui permet de détecter, de différencier, de trier et de quantifier les matériaux qui sont présents dans une scène. Donc, je viens de vous présenter notre parking. Il y a plein d'autres exemples. Je vous donne un exemple assez simple aussi. Dans l'industrie sucrière, vous avez des lits de sucre en poudre, et puis il y a évidemment des impuretés qui peuvent s'y mélanger. Et pour éviter d'avoir un bout de plastique blanc dans son paquet de sucre en poudre, il faut évidemment retirer toutes ces impuretés avant les emballages. Et avec des caméras rouge, vert, bleu, des caméras couleur, c'est très difficile à faire parce que les défauts blancs vont être très difficiles à détecter dans le sucre blanc. Avec une caméra multispectrale, on est capable d'isoler ces défauts et de les retirer. Et deuxième exemple, c'est un travail qu'on a fait avec un grand acteur de la défense. Je peux donner son nom, c'est Safran. On a développé une caméra, un imageur multispectral. Alors ça a fait l'objet d'un 20h de TF1 qui présentait donc cette caméra qu'on a réalisée avec Safran, qui intègre un de nos capteurs multispectraux et qui permet, par exemple ici, dans un environnement en lierre naturel,
de détecter cette feuille qui est en lierre synthétique, qui est du plastique. Donc avec un traitement adapté, on est capable de la détecter. Et de la même manière, dans ce paysage, il y a un véhicule qui est camouflé. Donc je vous mets au défi de le trouver. Avec la caméra multispectrale, on est capable de sortir ce véhicule assez facilement. Voilà. Bon, il y a plein d'autres applications, bien évidemment, hein. Dès qu'on touche à l'imagerie, le spectre des applications est énorme. C'est l'agriculture de précision. Il y a des gens qui utilisent ces technologies pour faire de la détection précoce de maladies, le tri des déchets, évidemment, le médical, la cosmétique, la défense, j'en ai parlé, et le New Space. Alors, dans le New Space, on a plusieurs clients et développements. Je vais parler d'un de nos développements avec le CNES. On travaille pour le CNES pour développer des capteurs multispectraux qui vont être montés dans un rover lunaire qui devrait décoller en 2026. Alors, je n'ai pas le droit de vous dire pour qui c'est, mais si vous cherchez sur Internet, je pense que vous trouverez l'information. Et en fait, on va avoir deux caméras sur ce rover lunaire, un petit champ et un grand champ, qui vont permettre de faire de la minéralogie sur la Lune. Donc nous, ce qu'on fournit, c'est un capteur multispectral dédié, hein, sur mesure, et il est intégré dans une caméra spatialisée de la société 3D+, une Caspex. Voilà. Juste un dernier mot. Donc, je disais qu'on est en plein développement. On est sur un gros projet. On est en train de construire notre propre usine. Depuis 25 ans, on est logé par une société. Là, on fait le grand saut. On est lauréat finalement à l'appel à projet Première usine France 2030. Ça a été un gros travail pour obtenir ces financements. On a été bien aidé d'ailleurs en cela par le pôle Atlantis. Et voilà, les travaux de construction démarrent. On va avoir donc un bâtiment qui va permettre donc de loger notre propre salle blanche. Et je ne résiste pas au plaisir de vous présenter une photo de la pose du premier poteau de notre bâtiment en béton précontraint. Donc ça, c'était mardi dernier. Depuis, tous les poteaux sont posés. Ça va très très vite. Et on devrait pouvoir intégrer ce bâtiment dans le premier semestre de l'année 2026. Voilà. Bravo, félicitations. Merci. Merci beaucoup Stéphane, c'était passionnant. Est-ce que par hasard tu aurais le lien de peut-être du petit reportage sur TF1 sur Safran et Silios Alors, ou pas? non, Je je pourrais n'ai pas mettre de lien. dans Je le n'ai chat. pas le droit Non. je n'ai pas le droit d'avoir un lien. Je ne peux pas mettre sur du YouTube, par exemple, un D'accord. Ah, sujet bon, faut de chercher. TF1. Je vais renseigner, Faut mais c'est chercher pas sur possible. Internet. Mais après, si vous me contactez, je peux vous l'envoyer Oui, bon, voilà, par où il c'est trouverait. on Pas peut de le souci. valoriser aussi, nous, chez Atlantis, à travers nos différents supports de com. Merci beaucoup. Bravo pour toute cette innovation. Ça donne vraiment envie. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y en a déjà qui sont posées pour Stéphane, mais je la garde, hein, si tu veux bien, pour la session questions-réponses après nos Oui. intervenants. On va passer à Nathalie Morin de Bertin Technologies. Je vous désigne présentatrice pour nous présenter le savoir-faire de Bertin autour de la communication et de la fibre optique de l'espace. Oui, bonjour à tous. Moi, je fais un remplacement en fait de notre expert Régis Grasseur qui n'a pas pu être là, donc je vais essayer de respecter Merci d'être là. tout son travail. Voilà. Donc la fibre optique de l'espace, donc quand la lumière booste les débits satellitaires. Donc je vais vous présenter d'abord un petit historique. Pourquoi ça marche pas de pourquoi on en est arrivé là. Voilà. Donc, dans les premiers développements qui ont poussé à arriver à ça, on est parti de 1960 sur les premières démonstrations en fait des lasers, qui ont suivi en 70 par l'optique adaptative et le fait que les lasers soient plus directifs, et ce qui a facilité en fait la possibilité de faire des communications laser en espace libre.
Dans les années 90, il y a eu les premières communications entre des satellites LEO et GEO avec différents programmes. Donc un programme de l'ESA, le programme SILEX et le terminal LUS qui est un terminal japonais. Le programme SOOT qui est tiré parti lui d'une caméra CCD pour la partie PAT, donc positionnement, alignement et poursuite. Et le programme MOMOT, qui est un terminal qui, lui, utilisait un laser ND-YAG, donc à 1064 nanomètres. Voilà. Par contre, toutes ces applications, en fait, elles ont souffert d'avoir une mauvaise précision de pointage, une puissance laser assez basse et un swap donc, qui est très haut, donc la partie encombrement, poids, puissance qui était assez haute et c'est ça qui dimensionne aussi le coût des différents produits. Donc ici, c'est le SILEX et ici, c'est le SOOT. Voilà. Aujourd'hui, en fait, on hérite de tout ce qui a été fait, donc avec un gros boom dans les années 2000 avec la partie bulle télécom qui a explosé. Donc une détection cohérente qui a permis d'augmenter les débits, des lasers fibrés et des amplificateurs qui sont beaucoup plus fiables. Qui ont permis de démarrer avec voilà, de démarrer les éléments satellites. Il y a eu une pause parce que la bulle télécom a explosé et après cette pause, en fait, donc on a pu reprendre en 2010 avec les développements donc OISL et les différents programmes de relais entre satellites. Donc les OISL, c'est les communications intersatellites optiques. Voilà. Et après, donc jusqu'à en 2020, entre 2010 et 2020, et ça se poursuit, différents démonstrateurs ont pu voir le jour. Alors, un des premiers, un des qui nous intéresse le plus, puisqu'on a beaucoup travaillé dessus, c'est le terminal Téléo. Donc le terminal Téléo qui fait de la transmission entre un satellite géo et la Terre, donc transmission optique, donc qui ouvre la voie en fait à obtenir des gros débits de communication optique entre des satellites et la Terre. C'est une liaison point à point. Voilà, un terminal ici et puis un récepteur sur un OGS ici. Voilà, en 2020, donc il y a eu 2 programmes aussi qui ont complété ça, un programme de la NASA et un programme JAXA, donc qui est plutôt japonais, qui ont permis de faire des relais et qui ont vraiment lancé la partie télécom. Pourquoi ça c'est parti? Voilà, la partie télécom. Donc là, je vous présente les différents projets qui ont permis d'atteindre ce niveau de performance. Voilà. Aujourd'hui, la technologie, elle est prête pour pouvoir réduire en fait ce swap C, donc encombrement, poids, puissance et le coût des objets, avec des solutions qui sont plus rapides, qui sont directives. Et le gros avantage en fait des liaisons optiques, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attribuer des fréquences. Donc ça comparativement à la radio où les fréquences commencent à être saturées. Voilà, là, le problème des liaisons optiques, c'est pas 100% disponible. Hein. On a la météo, les nuages qui font que c'est pas complètement disponible et que ça amène aussi de la latence. Alors, la latence, elle est problématique pour toutes les applications type téléphone où on ne peut pas communiquer avec des délais de latence de quelques secondes. Mais voilà, ça peut être utilisé pour d'autres applications comme on va le voir. Et puis, le fait qu'il y ait des nuages et que ce ne soit pas complètement disponible, avec des satellites géo, on peut s'en affranchir en ayant plusieurs stations terrestres. Et du coup, la station peut toujours voir une station au sol. Voilà.
Donc, ce que ça fait, donc au niveau de l'espace, donc on a nos petits satellites Géo, quelques MEO, et puis les satellites Léo. Les satellites Léo, ils sont en grande expansion avec toutes les constellations, et donc ils transitent énormément de données. Au niveau sol, les différentes stations terrestres en fait sont reliées par des fibres optiques et donc peuvent communiquer les unes entre les autres. C'est la même chose au niveau des satellites. Donc au niveau Léo, il y a une liaison intersatellite qui permet de communiquer de satellite en satellite et de faire des relais avec les satellites MEO. Là, ce que ça apporte au niveau de l'optique, c'est en passant par des géos, c'est de pouvoir transiter des gros débits de données. Parce que les satellites Léo vont acquérir énormément de données et vont avoir à faire transiter beaucoup de données. Et en fait, il se trouve qu'au bout d'un moment, il y a trop de données et que les satellites ne peuvent plus les descendre au sol. Et du coup, toutes ces données elles restent bloquées. Voilà. Donc du coup, en passant par un relais satellite géo, en fait, on peut descendre des grandes quantités de données. Et à ce niveau-là, la latence n'est plus un problème. Parce que si vous voulez regarder un film ou récupérer des gros fichiers de données, vous n'êtes pas à quelques secondes près. Voilà. Mais par contre, là, on bénéficie de la quantité. Voilà. Et on peut aussi faire communiquer des stations sol les unes entre les autres. Et une station géo, l'avantage, c'est qu'elle peut voir différentes stations sol. Si une n'est pas disponible à cause des nuages, elle va en voir 7 ou 8 autres, possiblement, qui vont lui permettre d'assurer la communication. Et cet élément va continuer à être en parallèle de ce qu'est la télémétrie, qui peut, elle, passer directement entre les Léo et le sol, qui ont des quantités de données qui sont moindres. Et puis, on parle aussi de la transmission en fait des clés des clés quantiques pour que la communication soit complètement sécurisée. Donc, les clés quantiques entre les satellites Léo et les stations. Voilà. Donc, tous ces progrès, ils ont été faits grâce aux terminales optiques qui sont implantés dans les satellites, que ce soit des satellites Léo ou satellites Géo, avec des composants, en fait, des composants optiques qui sont aujourd'hui qualifiés. On peut s'agir de coupleurs, de collimateurs qui sont utilisés dans les différents éléments. Au sol, il faut le répondant en fait pour ces stations optiques. Donc au sol, aujourd'hui, on met en place des équipements qui sont des multiplexeurs optiques haute puissance qui permettent de combiner 8, 16 ou 32 longueurs d'onde avec les 2 polarisations et de l'optique adaptative pour transmettre ces éléments aux satellites. Alors, comment ça s'intègre en fait aujourd'hui? Ça s'intègre dans une liaison Internet. Donc, dans la liaison Internet, aujourd'hui, on a la partie applicative qui permet de faire le lien entre 2 applications pour transmettre des données. Une partie transport, voilà, avec les protocoles de communication et la gestion en fait du réseau. Au-dessus, on va avoir la liaison, la gestion de la liaison, et puis une partie physique. Alors, cette partie physique, elle part de l'applicatif avec une petite passerelle. La passerelle, elle va utiliser une liaison 5G, par exemple, pour atteindre une autre passerelle pour pouvoir communiquer. De cette liaison 5G, on va communiquer via différents switches pour arriver à une autre passerelle. Cette autre passerelle va communiquer à une autre passerelle via des liaisons, par exemple, fibre optique. Et puis, à partir de ce moment-là, on peut décider de passer en satellite. Et là, on voit qu'au niveau des débits, où on était à 1 giga ici, 1 Tera ici, on est à 500 gigas ici. Donc, on commence à avoir des débits assez intéressants. Et puis, on redescend et on relie d'autres passerelles pour arriver de l'autre côté. Alors, l'intérêt de ça, c'est que c'est complètement transparent pour l'utilisateur. L'utilisateur, que sa donnée elle passe par fibre optique, par 5G ou par satellite, c'est complètement transparent. Et aujourd'hui, donc, Bertin s'intéresse à cette partie liaison
technologiques. Voilà, pour pouvoir faire de passerelle à passerelle ici. Donc au niveau d'Internet, aujourd'hui, en fait, les points importants, c'est que ce qui va dimensionner, c'est le débit et la latence. Ce qu'on sait, c'est que voilà, un film, si on veut télécharger un film, c'est entre 1 et 10 mégas. Mais aujourd'hui, avec tous les transferts qui sont demandés, il y a des téraoctets de données qui sont bloqués en fait et qui ne passent jamais. Le satellite permet en fait d'améliorer la liaison totale en améliorant le trafic. Donc l'intérêt, c'est qu'on va avoir des débits élevés avec des faibles latences. Alors, on parlait tout à l'heure de latence importante, là, de faibles latences pour ce type d'application, puisque le téléchargement n'est pas sensible à la seconde près. On va avoir des liaisons sécurisées parce que c'est directif et en plus, on peut ajouter en fait de la sécurisation avec le partage de clés quantiques. On va avoir aussi la contrainte d'allouer des fréquences qui tombent avec l'optique, voilà. Mais on est sensible à l'environnement. Donc aujourd'hui, l'optique, on voit bien, ne peut pas remplacer les radiofréquences, mais par contre, c'est un complément pour pouvoir augmenter le débit et réduire les latences de livraison des informations. Alors, où l'optique a un intérêt, c'est à partir d'un certain débit. Parce qu'on voit bien que en fait, la radiofréquence, le prix de mettre en place une liaison de radiofréquence, elle dépend du débit. Voilà. Pour l'optique, elle ne dépend pas du débit. Une fois que le système est en place avec des multiplexages optiques, en fait, le prix, le rapport poids-taille-prix va être le même, quel que soit le débit qu'on veut transiter. Donc, à partir d'un certain niveau de débit, on considère que l'optique, elle, est plus rentable au niveau de ces différents facteurs et du poids à envoyer dans l'espace et donc du prix des terminaux. Voilà pour cette partie-là. Donc au niveau de l'offre de Bertin, c'est ces différents éléments. Donc aujourd'hui, on a travaillé donc sur la partie sol avec là on voit des collimateurs haute puissance et derrière des multiplexeurs haute puissance jusqu'à 32 voix. On travaille aussi sur la partie télescope des stations sol avec l'optique adaptative qui permet de faire en sorte que les signaux en fait soient corrigés avant d'être envoyés dans l'espace et qu'ils soient bien reçus. Aller et retour. On travaille sur des circulateurs optiques ou différents composants optiques permettant de gérer la lumière au niveau du terminal. Sur du multiplexage bord, donc avec des collimateurs et des éléments pour pouvoir mixer plusieurs longueurs d'onde avec plusieurs phases ici. Et le FIT, donc le Fiber to Telescope système, là, qui intègre à la fois la partie collimateur, multiplexage et la partie pointage, alignement et suivi de position des signaux. Voilà, donc ici on peut voir donc le FIT, le Fiber to Telescope Terminal, qui est un projet qui a été fait dans le cadre de coop, un projet France Relance avec le CNES, qui a permis de développer les différents étages, donc la partie collimateur, émission, modulation, amplificateur, le multiplexage des signaux, positionnement, alignement et tracking pour pouvoir partir au niveau du sol. Voilà, j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions à Bertin dans le module questions, comme je viens de l'écrire dans le chat. Et avant-dernière présentation, on change d'environnement avec le vert fleuré, Samuel Poulain. Je vous désigne présentateur.
Vous voyez l'écran? Oui, très bien. Et que l'écran. Parce que Et moi, que l'écran. là, voilà. Donc, bonjour à tous. Je suis Samuel Poulain, directeur du Vert Fluoré. Je ne sais pas combien de temps j'ai, puisqu'il y a eu quand même quelques dérives de planning. Si on doit C'est finir vrai. dans 5 Oui, minutes. donc vous avez, il n'y a pas de, on peut terminer, D'accord. enfin, si les auditeurs veulent bien à 12h05, 12h10, moi ça ne me dérange pas du tout. Vous prenez le temps que vous voulez, pas de souci. Oui, non, on avait convenu 10 minutes. Donc, bonjour à toutes et à tous. Pardon. Donc, je vais vous faire un bref historique de la société. Donc, le Vert Fluoré, nous sommes une entreprise qui est basée sur un matériau qui s'appelle le verre fluoré, qui a été découvert par 2 personnes à l'université de Rennes. Celle à gauche, Marcel Poulain, c'est mon père, et à droite, Michel Poulain, un de ses frères et donc un de mes oncles. Beaucoup de choses à dire sur le potentiel de la technologie. Donc, l'entreprise, elle a bientôt 50 ans. Le verre fluoré a été un moment candidat à un réseau de fibre optique qu'on appellerait Internet. Finalement, fort logiquement, c'est la Silice qui est la technologie de référence. Il s'est passé pas mal de choses. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Juste que le patron historique de l'entreprise, M. Gwenaël Mazet, arrête ses fonctions en 2014 et moi, je prends les fonctions de directeur général en début 2015. Donc, moi, quand j'ai repris la boîte, il y avait 3 employés, un bon 400 000 € de chiffre d'affaires. On a fait un certain nombre de travaux de fond et nous sommes maintenant en pleine croissance. On a 26 employés, 3,5 millions de chiffre d'affaires prévisionnel et on a prévu en 3 ans de doubler de taille et de tripler le chiffre d'affaires. Alors, de quoi parle-t-on? Le verre fluoré, donc c'est un verre constitué de fluorure de métaux lourds. Les caractéristiques, c'est d'abord une grande fenêtre de transparence, mais notamment, c'est le matériau fibrable le plus transparent entre 2 microns et 5 microns, 5 microns 5. En dessous, c'est la silice qui est la meilleure technologie, en dessous de 2 microns. Au-delà de 5 microns 5, c'est d'autres technologies qu'on appelle les fibres chalcogénures. Sélénure, arsenic sélénure et arsenic sulfure. Et donc, quiconque a besoin de liaisons fibrées pour transmettre au-delà de 2 microns et en dessous de 5 microns 5 a tout intérêt à utiliser la techno verre fluoré. Très concrètement, en astronomie, il y a une bande d'intérêt qui est la bande K entre 2 microns et 2 microns 4. Quand on veut tout coupler des télescopes pour augmenter leur résolution, alors on va utiliser des fibres en verre fluoré. Il y a pour tout ce qui est spectroscopie moyen infrarouge, quand on veut industrialiser la techno, la fibre, c'est très utile. Et donc, on va faire appel là encore à notre techno. Deuxième aspect de la technologie, le verre fluoré adore les terres rares. Il y a une énergie de phonon qui est faible, 2 fois plus faible que celle de la silice. Très concrètement, ça veut dire que les transitions terres rares sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus efficaces que dans une matrice standard en silice. Et puis le deuxième effet, deuxième caractéristique, c'est que chimiquement, la matrice verre fluoré permet d'avoir des concentrations très significatives de terres rares jusqu'à plus de 10%. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on peut faire des lasers infrarouges, j'en reparlerai, notamment à 2 microns 9 pour le médical. On peut faire des lasers visibles et on peut également faire des amplificateurs optiques pour les télécoms sur des bandes non standards, bande O et bande S, 1 micron 3, 1 micron 48. Alors, de quoi est-ce qu'on vit au verre fluoré? Eh bien, on vit de fibres actives en haut à gauche. C'est plus de 50% de notre chiffre d'affaires et je vous expliquerai pourquoi. Donc, avec nos fibres, on peut faire des lasers, notamment des lasers infrarouges et notamment des lasers à 2 microns 9. 2 microns 9, c'est le pic d'absorption de l'eau. Quand on veut faire des traitements sur du vivant en surface et non pas en profondeur, eh ben, 2 microns 9 est la meilleure longueur d'onde pour opérer dans le vivant. Ce qui explique pourquoi on trouve de grands débouchés pour l'instant dans la dermatologie et plus tard dans la chirurgie robotique. J'en reparlerai. Nos fibres, on est capable de les packager pour en faire un module laser. Alors, un module laser, c'est très simple. Vous achetez le module, vous achetez le laser de pompe qui va bien, vous branchez les deux et à la fin, vous avez un autre laser. Typiquement, là, c'est un module super continu. On a le pendant également pour tout ce qui est fibre passive de transmission, qu'on peut vendre sous forme de fibre nue ou sous forme packagée, câble, bundle
voire sous-systèmes complexes pour aller coupler des télescopes. Le dernier point, on vend également des verres massifs qui servent en particulier lorsqu'on les dope pour calibrer des spectromètres de fluorescence. Alors, la spectroscopie de fluorescence est une techno très couramment utilisée dans tout ce qui est bio et analyse du vivant. Eh bien, on fait la spectroscopie on peut calibrer les appareils de spectroscopie de fluorescence car la fluorescence de nos verres est parfaitement stable dans le temps et parfaitement répétable. Alors, nous, verres fluorés, je vais passer rapidement, mais on a une stratégie de partenariat. On fait des fibres et on va fournir les fibres de manière plus ou moins packagée à des partenaires qui, eux, vont les intégrer pour en faire des lasers. Lumir Laser est une joint venture franco-québécoise dont l'actionnaire principal, c'est le verre fluoré. Et c'est eux qui font les lasers à 2 microns 9 qui sont principalement présentement utilisés dans la dermatologie. Leucos, entreprise de Limoges, qui fait des lasers supercontinus, qui a récemment été intégré dans le groupe Exail. Et notre partenariat permet à Leucos d'étendre la gamme spectrale jusqu'à 9 microns. Oxus, c'est une entreprise qui fait des lasers visibles. Et les lasers visibles qu'ils font actuellement sont ce qu'on appelle des DPSS, c'est-à-dire des lasers avec une cavité dont le milieu de gain est un cristal. Et cette technologie, très belle technologie, est globalement limitée en puissance, en ordre de grandeur à 1 watt. Or, les clients d'Oxus souhaiteraient multiplier la puissance de ces lasers par 5 ou par 10. Et c'est là que la fibre permet, elle, d'atteindre ce niveau de puissance. Donc là, actuellement, nous sommes en phase R&D. Nous avons un gros projet IDEMO qui vient de commencer, dont l'objectif est de construire toutes les briques technologiques clés permettant au consortium d'être leader mondial des lasers visibles multiwatts. Nous avons de grandes ambitions avec tout ce consortium, 100% français. Un dernier point, Topnir System est une entreprise située à Aix-en-Provence, spécialisée dans la spectroscopie, en particulier spectroscopie oil and gaz, et on leur fournit les composants fibrés qui leur permettent d'installer les systèmes d'analyse de composants chimiques en temps réel. On a également d'autres partenariats en discussion. Je voulais juste faire un zoom sur la société Lumir parce que, comme ils disent au Canada, c'est pas banal. Nous avons créé la société Lumir avec des partenaires de l'Université Laval à Québec qui sont de loin les meilleurs scientifiques pour faire des beaux lasers avec nos fibres. On a décidé de créer une entreprise. Elle a été créée en 2019, elle est à plus de 100% de croissance depuis sa création. Il n'y a pas eu de levée de fonds, rien du tout. Et donc, l'année dernière, il y a 240 lasers qui ont été produits. On doit en produire 500 cette année et un bon 1000 l'année prochaine. Et puis l'entreprise, dès le début, elle était profitable. Donc, elle est en croissance. Elle est déjà plus grosse que le verre fluoré depuis l'année dernière. Et puis, ça va continuer parce que c'est vraiment un débouché très, très important. Donc, d'abord, pour la dermatologie, mais ce qu'on souhaite surtout nous disséminer, c'est faire appliquer la technologie pour de l'ophtalmologie. Il y a des gros acteurs qui travaillent actuellement pour traiter le glaucome et la cataracte, mais également la chirurgie robotique pour un scalpel, pour détection, soins de cancer. Et également, on souhaiterait travailler de près sur les soins de l'endométriose. Donc, voilà, je pense avoir largement tenu les 10 minutes et je vous remercie. Merci Samuel, c'était passionnant. Vous êtes sur des sujets d'actualité. Est-ce que vous viendrez à Aix peut-être voir Topnir ou Système un de ces jours? C'est pas prévu? Oui, il faut. Il faut, voilà. Non, mais c'est vrai que ce sera l'occasion, effectivement, parce qu'on ne se connaît pas encore physiquement. Et comme on est près d'Aix-en-Provence, ce serait l'occasion. Bon, merci à tous. Je vais passer maintenant la parole à Anaïs Mispollet, donc de Actantis, qui va vous présenter en quelques minutes, ça va être très bref, restez avec nous, le Photon Hub Europe, donc ce dispositif, ce guichet d'innovation européen, qui est une opportunité unique justement pour implémenter cette technologie photonique dans vos produits, dans vos services.
Tu es avec nous, Anaïs? Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je te désigne présentateur. Oui. Est-ce que c'est bon pour les slides? Oui, c'est bon. Super. Donc, comme le disait Fabienne, je suis Anaïs Mispollet, je suis On est en mode présentateur, par contre. Tu es en mode, excuse-moi, Anaïs, tu es en mode présentateur. Si tu peux juste faire paramètres d'affichage et faire le swap en haut, là, voilà, c'est ça. Paf. Si tu peux. Comme ça. Parfait. Super. Oui, donc je suis Anaïs Mispollet, chargée de projet européen au sein du pôle Actantis et je vais parler de Photonome Europe, dont on est partenaire. Donc, c'est un très grand projet européen qui rassemble 50 partenaires, plus de 50 partenaires en fait, à travers l'Europe et plus de 500 experts en photonique au sein de 15 pays européens. Le projet se présente sous la forme d'un guichet unique européen de l'innovation photonique et qui permet aux entreprises d'accéder à des expertises et à des technologies, photoniques à travers différents services et à travers différents centres de R&D en photonique pour les aider à booster en fait leur innovation grâce à la photonique. Donc cet accompagnement adresse les différents marchés cibles que vous pouvez voir sur l'illustration et s'adresse en priorité à des entreprises qui sont dites non photoniques mais qui souhaitent intégrer cette technologie dans leurs innovations et leurs solutions innovantes. Le projet comporte plusieurs volets, dont un volet formation avec un programme de formation qui contient des sessions qui vont du niveau introduction au niveau perfectionnement en photonique pour les PME et toutes les entreprises qui souhaitent adopter en fait la technologie. Donc une partie de ces formations est accessible en ligne gratuitement sur simple inscription. Une autre partie de ces formations est organisée en présentiel dans les différents centres de R&D des partenaires du projet. Donc ces formations-là sont payantes mais à des prix attractifs. Et nous avons également une offre de formation pour les formateurs et enseignants pour les écoles et centres de formation professionnelle. Le projet comporte donc également un volet financement et propose de financer en fait des partenariats entre une entreprise et un centre de R&D européen donc, qui fait partie du consortium Photonome Europe. La liste entière est disponible sur le site et vous avez là sur le côté niveau de financement. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail parce qu'on manque un peu de temps, mais vous aurez les slides. Voilà. Et le projet propose également d'accompagner les entreprises dans leur préparation à l'investissement en les mettant en relation avec des investisseurs, en les soutenant dans leur recherche de financement et avec un réseau en fait de plus de 200 coachs et mentors spécialisés pour réellement proposer un accompagnement sur mesure. Voilà. Donc c'était une présentation un peu rapide, mais je vous invite à aller voir sur le site. Vous avez aussi tous les liens qui sont utiles dans les slides. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter l'équipe Europe, donc Marielle Campanella qui est responsable Europe ou moi-même. Voilà, je vous remercie. Merci Anaïs. Restez avec nous. Attendez. Je ne sais pas si on voit. Voilà, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour Silios. Je vais la poser donc pour Stéphane. Ouais, ok. Ah oui, non, c'est vrai que là, il ne faut pas que je partage mon écran parce que sinon on voit tout. Ok. Donc je ne vais pas partager mon écran. Voilà, c'est très bien. Donc je vais vous la poser pour Silios. Voilà. Alors, la question, c'est est-ce que vos images font l'objet de traitements par de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire du machine learning, pour surperformer l'imagerie multispectrale? Alors, c'est une excellente question. Alors, oui, effectivement, le traitement des données de l'imagerie multispectrale fait beaucoup appel à l'intelligence artificielle et tout particulièrement quand la donnée spectrale n'est pas très marquée. En fait, il y a des bandes spectrales comme dans le SWIR où on a des signatures très claires des matériaux que l'on regarde. Donc là, on n'a pas forcément besoin d'utiliser l'intelligence artificielle. Mais quand on est dans le domaine du visible, du proche infrarouge, en fait, on accède à des signatures qui sont beaucoup plus floues et beaucoup plus mélangées.
Et alors, c'est pas nous qui faisons ça, hein. Nous, on est vraiment du côté hardware aujourd'hui. On aimerait bien se développer côté software, mais pour l'instant, on n'est pas assez nombreux, on n'a pas assez de ressources. Mais nos clients, oui, appliquent des algorithmes d'intelligence artificielle avec de l'apprentissage pour traiter et opérer les systèmes multispectraux, oui. Ok, merci. Une autre question pour toi, Anaïs. Est-ce qu'on peut candidater pour devenir un centre de R&D photonique européen? Alors non, malheureusement, les centres sont déjà figés. Enfin, voilà, c'est les partenaires du projet, ils ont déjà été sélectionnés pour la durée du projet, donc c'est pas possible. Alors, je vais essayer de. J'ai pas d'autres questions. C'est dommage. Du coup, je vais essayer de lancer un petit sondage. Je vais voir si ça va marcher. Hop, je vous lance un petit sondage. Je sais pas si ça marche. Lancer. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Est-ce que vous pouvez essayer de répondre, s'il vous plaît? C'est une première pour moi, donc merci de jouer les cobayes. Moi, je peux pas répondre. Moi non plus. Peut-être parce que vous êtes intervenant. Ok, c'est que les participants. Ok. Oui. Bon, en tout cas, d'accord, très bien, merci. Collecte des réponses fermée. D'accord, maintenant. Et je vais vous poser une autre question. Voilà. Et voilà, une autre question sur les besoins. Si vous avez un projet d'innovation autour de la photonique, que vous souhaitez être accompagné, que vous souhaitez peut-être, vous avez peut-être identifié un partenaire parmi nos 4 experts d'aujourd'hui, peut-être un financement, celui d'Anaïs, mais ça peut être aussi un autre, hein. Nous pouvons vous aider. Donc, merci de répondre à ce deuxième sondage. Voilà. Écoutez, je vous remercie tous. Il est déjà 12h12. On a un petit peu débordé, désolé. Je vous remercie. Je mettrai ce WebTech en replay sur YouTube et sur notre, bien sûr, site web. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez voilà, plus des mises en relation directes avec voilà, Stéphane, Nathalie, Samuel et Camille qui est partie. Merci Anaïs et bonne journée à tous. Au revoir. Merci, Merci, au revoir. Merci, au revoir.